Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble dans le studio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Florence Berthoud, bonjour, maire du 5e arrondissement de Paris. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, bonjour. Bonjour. Pascal Bataille, vous êtes animateur, producteur et chef d'entreprise, bonjour à vous. Et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors le vaccin, Jean-Luc, on en est où ? C'est bon, c'est fait. C'est bon, voilà, parce que Jean-Luc a eu quelques péripéties et donc. Des péripéties comme. Oui, Valérie, comme beaucoup de Français. Comme l'ensemble des Françaises et des Français. Oui, voilà, non, mais donc, on en profite pour vous suivre. Mais c'est vrai qu'il avait eu un rendez-vous qui a été annulé sans aucun. Ah, mais ça arrive souvent. Oui, ça arrive beaucoup, donc voilà. Ça a été fait et bien fait, voilà. Et effet secondaire pour l'instant. Que dalle. Bon, et par quel vaccin vous avez été vacciné ? Pfizer. Bon, très bien. Ça, c'est fait. Mais il faut la deuxième injection. Il faut la deuxième injection. Ouais. Elle est prévue pour le 16 mars. D'accord. Donc ça fait 5 semaines, c'est ça ? Non, 3. 3 semames, oui, je suis... c'est pas mal. Voilà. Parce que je peux raconter l'histoire d'une médecin qui m'a raconté qu'elle devait avoir sa deuxième dose. J'ai déjà raconté ici, mais ça me plaît de la raconter. Sa deuxième dose, elle est médecin, plus de 65 ans, etc. Deuxième 75 ans Non, mais elle n'a pas 75 ans, mais elle en est pas loin. Mais elle continue d'exercer. Elle annule ses rendez-vous pour la deuxième dose. Elle va à l'Hôtel-Dieu, elle fait la queue pendant 1 heure. Elle arrive, on lui dit non, c'est plus 5 semaines, c'est 6 semaines. Et le pire dans tout ça, c'est pour ça que je le raconte devant vous, Florence Berthoud, c'est que dans la queue, pendant qu'elle attendait, quelqu'un sortait en disant il y a des gens de la mairie de Paris, il y a des gens de la mairie de Paris, et donc il y avait des gens de la mairie de Paris qui se faisaient vacciner en passant devant tout le monde, voilà. Et donc on attend. Moi, tout le monde est à la même enseigne, et je trouve ça absolument honteux que des gens puissent avoir un traitement. Oui, mais il devait y avoir une enquête parce qu'il y a des syndicats de médecins qui avaient alerté sur la question en disant c'est pas normal qu'on vaccine des gens de la mairie de Paris. Anne Hidalgo avait dit on va faire une enquête, mais on n'a pas eu de nouvelles de cette enquête, donc on aimerait bien avoir des nouvelles, si on peut nous répondre. Bref, on va parler des phénomènes de bande, on va parler de l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut taxer l'épargne des Français pour relancer l'économie ? Et puis l'écriture inclusive qui fait de la résistance. On va en reparler avec vous. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention. Jean-Luc Benamias, c'est du sport. Oui, c'est un coup de cœur par rapport à l'équipe de France de rugby qui, comme chacun le sait, qui subit une contamination de Covid assez importante. Voilà, c'est un salut parce qu'ils nous font plaisir. Cette équipe de France de rugby, chacun sait que tout d'un coup, c'est une équipe de France terriblement rajeunie. Voilà, en espérant que les organisations internationales n'annulent pas les matchs et les reportent s'il faut les reporter. Voilà, c'était vraiment un coup de chapeau à cette équipe de France qui, je le redis, dans la période, nous fait grandement plaisir. Oui, mais il y a beaucoup de contamination aussi, hein. Oui, il y en a eu un paquet, mais voilà, ils sont comme tout le monde. Et en plus, ils voyagent. Donc, ils rencontrent d'autres personnes. Puis le rugby est quand même un sport de contact, semble-t-il. Absolument. Florence Berthoud, c'est un coup de cœur ? Oui, j'aime bien dans votre émission faire des coups de cœur. Il y a tellement d'occasions de faire des coups de gueule. C'est la distribution gratuite annoncée de serviettes périodiques. Enfin, la question des règles sort du tabou honteux. Le nombre de jeunes femmes qui d'abord n'ont pas les moyens de se payer des serviettes, des protections, des protections périodiques. J'aime bien dire périodiques et pas hygiéniques, parce que c'est pas une question d'hygiène. Et enfin, on aborde ce sujet-là de front, c'est-à-dire qu'il faut les aider. Moi, j'ai créé ouvert il y a 3 semaines une épicerie solidaire pour les étudiants dans ma mairie, et un de mes sujets de préoccupation prioritaire, c'était pas le seul, mais c'était de pouvoir donner accès gratuitement à des serviettes périodiques pour toutes ces jeunes femmes. Et moi, je voudrais rendre un coup de chapeau à des associations comme Règles élémentaires
qui ont fait beaucoup et qui continuent à faire beaucoup sur ce sujet-là. En l'espèce, c'est eux qui fournissent à mon épicerie solidaire Place du Panthéon des serviettes périodiques gratuites. Il y a beaucoup d'étudiants, vous remarquez, vous aussi, beaucoup d'étudiants qui, de plus en plus, qui viennent dans cette épicerie. Alors, cette épicerie, on y a accès que si on est boursier 6 ou 7 ou si on a un reste à vivre de moins de 6 € par jour, parce qu'il faut bien cadrer les choses et créer des règles qui soient des règles les mêmes pour tout le monde. Sinon, on créerait une inégalité. Moi, il y a quelque chose qui me surprend beaucoup chez les étudiants. C'est d'abord qu'ils gardent toutes leurs difficultés pour eux. Ils vont rarement mettre sur la place publique le fait, par exemple, qu'ils n'ont pas assez pour manger, pour payer les produits d'hygiène. Vous voyez ? Donc, c'est très discret. Et puis, la deuxième chose, et tous les psys me le disent, c'est qu'il y a, mais je ne vous apprends rien, un mal-être considérable qui s'amplifie, et il y a beaucoup de dépression, de tendances suicidaires, et beaucoup gardent ça pour eux. On va passer à Rafik Smati, un coup de gueule. Je suis sidéré par l'autosatisfaction des dirigeants de l'Union européenne face à la calamiteuse campagne de vaccination. Il y a 2 jours, le commissaire européen Thierry Breton osait affirmer que l'Europe avait gagné la guerre du vaccin. Je voudrais simplement donner quelques chiffres pour que nos auditeurs y voient plus clair. En Europe, en Union européenne, 6% des citoyens ont été vaccinés. On parle de 18% aux États-Unis, 26% au Royaume-Uni. Je ne parle même pas d'Israël qui est quasiment 80%. Alors on pourrait répondre à ça que le problème, c'est ce qu'ils font, que c'est juste un problème à l'allumage. C'est faux. Rien que la semaine dernière, en proportion, les États-Unis ont vacciné 5 fois plus que les Européens. Le Royaume-Uni, 6 fois plus que les Européens. Donc, on est en train simplement d'assister à ce qui est un fiasco. L'Union européenne est en train de foirer la politique publique peut-être la plus importante de ce début de siècle. Quand il s'agissait de booster les laboratoires et de les accompagner industriellement, ils se sont engoncés dans des considérations bureaucratiques. Lorsqu'il s'agissait de produire des vaccins et de s'en procurer énormément, ils ont joué au boutiquier en négociant les prix à la baisse. Résultat des courses, l'Union européenne est à la remorque de l'histoire. On est dans une phase d'auto-suicide organisée qui est absolument surréaliste, comme si on avait renoncé à l'esprit de conquête. Les dirigeants européens doivent rendre des comptes, ou alors les peuples se révolteront, et ils auront peut-être des raisons de le faire. Et c'est un Européen qui vous le dit. Oui, mais une réaction peut-être avec vous, Jean-Luc Benamias. Je ne suis malheureusement pas surpris. Ça s'appelle l'ultralibéralisme, l'ouverture forcenée à la concurrence, qui fait que l'Union européenne se retrouve absolument absente de la production, par exemple, de vaccins. Et donc, on a mis en place un système soi-disant de coopération européenne qui ne marche pas. Je prendrai l'exemple de pays que j'aime pas, enfin de direction de pays que j'aime pas, mais comme la Hongrie, qui maintenant a décidé de se débrouiller tout seul et de commander des vaccins chez les Chinois, chez les Russes. Voilà où on en est. Tout ça n'est pas brillant. Et le pire de tout cela, c'est de voir comment les Anglais qui viennent de sortir de l'Union européenne se débrouillent beaucoup mieux que l'Union européenne. Oui. Vous vous rendez compte un peu de l'exemple que ça donne. Tout à fait vrai. C'est absolument terrible. Et à ce niveau-là, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une négation même de la coopération européenne. Ouais. Florence Berthoud. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. J'y rajouterai une chose, c'est le poids considérable de la technostructure qui évidemment est à l'œuvre, hélas une fois de plus au niveau européen, mais qui également est à l'œuvre en France. Ouais. Il faut par exemple que les agences régionales d'administration, que les agences régionales de santé, pardonnez-moi, elles soient réformées. On ne pouvait pas bouger le petit doigt et on ne peut toujours pas bouger le petit doigt sans qu'il y ait 50 réunions. Je veux dire quelque chose juste. Moi, j'ai un centre de vaccination dans ma mairie. On avait je ne sais pas combien de réunions tous les jours avec préfet, mairie, ARS, etc. pour organiser ces centres de vaccination. Eh bien, il s'avère que les soignants qui sont là depuis plus d'1 an dans la mairie parce qu'on a mis en place un centre Covid, ils étaient prêts. On avait fait les box, on avait tous les protocoles sanitaires, on savait comment comment on allait se faire livrer des frigos, etc. Je me suis rendu compte que 2 jours avant l'ouverture des centres de vaccination, vous m'entendez bien, 2 jours avant l'ouverture des centres de vaccination,
à Paris, je ne parlerai que de Paris puisque je connais bien Paris. Eh bien, figurez-vous qu'on ne savait toujours pas où est-ce qu'on allait acheter les thermomètres, où est-ce que on allait faire livrer les box, etc. Donc, il y a une super structure et une techno-structure qui rigidifie complètement les processus décisionnels et qui, surtout, nous empêche de faire appel à ce qui s'appelle le bon sens. Et sans aucune vision stratégique. C'est ça qui est grave. Alors qu'on devrait se dire, c'est la politique du siècle. De cela va découler la croissance économique de ces 15 prochaines années. Donc il faut mettre de l'argent sur la table. Les vaccins, il faut les payer. Le prix auquel il faut les payer, peu importe. Il faut vacciner tout le monde. Non, on joue au boutiquier, au petit comptable, en se disant, ben non, il faut qu'on négocie parce qu'on a été payé pour ça. Non, ça c'est de la technocratie, c'est mortifère. Et encore une fois, j'insiste, ils doivent rendre des comptes à Bruxelles. Quand on foire la politique vaccinale qui est la plus importante de ce siècle, on doit rendre des comptes. Regardez le 3975 et Doctolib. On ne peut pas prendre de rendez-vous sur le 3975 et Doctolib. Non, il n'y a pas. Et alors, Pascal Bataille, sur ce foirage, comme le dit Rafik Smati, vous l'avez très, très bien dit. Oui, il faudra rendre des comptes, mais ils sont très contents d'eux. Pascal ? Oui, ils sont très contents d'eux et il faudra rendre des comptes, mais Rafik Smati sait bien malheureusement que les comptes ne seront certainement pas rendus et ça rejoint ce qui vient d'être dit, rejoint ce que je voulais évoquer en coup de gueule, c'est-à-dire ce qui se passe en Afrique avec Emmanuel Macron qui demande et qui propose très généreusement d'envoyer 13 millions de doses en Afrique alors qu'on va les sortir d'où ces 13 millions de doses, on n'est même pas capable effectivement du fait de ce qui vient d'être exposé par Jean-Luc Benamias et Rafik Smati notamment de produire pour subvenir à nos propres besoins. Moralité, un pays comme le Sénégal, qui heureusement pour l'instant n'est pas encore trop touché, achète 200 000 doses ou à la Chine et voilà, on est aujourd'hui sur le plan de la santé dans le même registre de ce qui se passe depuis des années en Afrique dans d'autres domaines, c'est-à-dire que la Chine est en train de prendre des parts de marché, entre guillemets, pardon pour cette expression un peu cynique, sur un domaine aussi essentiel que celui-là, parce que l'Union européenne et la France n'auront pas été capables de tenir leur rôle à ce niveau-là, c'est-à-dire de pouvoir aider ces pays défavorisés, de pouvoir aussi fournir à ces pays-là le même niveau d'aide qui serait, ce niveau d'aide qui serait exigible là-bas. Pourquoi effectivement, là encore, on a été défaillant à ce point-là. Bon, on va redire un mot de cette vaccination parce qu'il y a un nouveau schmilblick, il y a un nouveau joujou. C'est les médecins du travail qui pourront bientôt vacciner contre le Covid les employés. Moi, j'ai eu hier des chefs d'entreprise qui m'ont interpellé en me disant mais avec quoi, avec quelle dose? C'est exactement ce qui s'est passé dans votre mairie. On va y revenir dans un tout petit instant. À tout de suite avec vous sur Sud Radio. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi et nous commentons l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris. On va revenir, vous l'avez encore entendu dans le bulletin d'information, sur ces phénomènes de bande, des gens de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Faut-il taxer l'épargne des Français pour relancer l'économie? Et puis une loi pour interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs, c'est ce que demandent certains députés. Oui, je voulais juste redire un mot quand même sur ce qu'a annoncé avec énormément de fierté, encore une fois, la ministre du Travail. Les médecins du travail pourront vacciner contre le Covid les employés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, sauf que les entreprises vont recevoir 10 doses, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est vrai que j'ai eu des chefs d'entreprise qui étaient sidérés de voir cette info tourner en boucle hier sur les chaînes d'infos en disant mais ils disent n'importe quoi parce que nous qu'est-ce qu'on va faire avec 10 doses? Donc c'est la même problématique que ce que vous disiez. C'est il n'y a pas de doses et on va vacciner et en proposer à tout le monde. Non, en tout cas, on n'a pas assez de doses. C'est une improvisation énorme. Et regardez, il y a quand même quelque chose dont on parle très peu, mais aujourd'hui, grâce au Pfizer, les plus de 75 ans peuvent être vaccinés, ceux qui ont des graves comorbidités. Avec l'AstraZeneca, c'est les entre 55 et les 65. Mais alors quid des 65-75? Absolument, c'est ce que me dit un de nos auditeurs, Xavier, tous les jours. Il me dit, et nous, on est dans la fenêtre... Qui sont des personnes qui, globalement, commencent à avoir certaines comorbidités, qui sont le maillon faible, et c'est eux qui se retrouvent dans les hôpitaux, et ils ont une espérance de vie qui est extrêmement longue devant eux. C'est juste surréaliste. Et ils ne se retrouvent pas, pardonnez-moi, aujourd'hui dans les hôpitaux, parce qu'ils
ils ont différé tout un tas d'actes, justement, de chirurgie ou de médecine, d'ailleurs, et c'est bien ça le problème. Ouais. Moi, je voudrais juste vous donner un exemple. Dans le 5e, il y a 5200 personnes qui ont plus de 75 ans. Eh bien, on a dû aujourd'hui en vacciner 2500. Enfin, je n'ai pas regardé les chiffres de ce matin. Donc, vous voyez, on est encore loin du compte. Et dans le lot, il y a des plus de 75 qui, en plus, sont atteints de comorbidité. Donc, ce qu'il faut, c'est plus de vaccins. Voilà, plus de vaccins. Absolument. Je voulais vous faire écouter, avant de commencer tous nos débats, l'interview d'Éric Piolle hier, qui se justifiait sur la suppression de la viande dans les cantines, et il se comparait comme ça, allez, en toute modestie, à Mendès France. Écoutez. Ça me rappelle finalement une polémique qu'il y avait eu en 54, c'est Pierre Mendès France, que je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu, parce qu'on a retrouvé toutes ces affiches au moment où il a interdit le vin dans les cantines scolaires. Et à l'époque, ça avait créé un tollé. Il a dit on va remplacer le vin par du lait. Et ça avait créé un tollé absolument incroyable. Il avait été attaqué dans des polémiques incessantes. Bon, qui aujourd'hui donnerait du vin dans des cantines scolaires? Donc tout ça fait sourire. Voilà, donc effectivement, c'est vrai. Grégory Doucet qui a interdit la viande, enfin qui a demandé à ce qu'on supprime la viande à Lyon, et Éric Piolle qui est maire de Grenoble, qui est venu à son secours. Mais je pense qu'il n'a pas bien lu l'histoire. Il y a quand même une différence quand même notable, c'est que le vin fait du mal. La viande ne fait pas a priori de mal, sauf quand on en consomme en trop grosse quantité. Moi, je préside la caisse des écoles de mon arrondissement. Je souhaite que l'on réduise la quantité de viande. Mais si on supprime la viande, il faut ce qu'il n'a manifestement pas compris. Il faut évidemment avoir un apport protéiné qui soit un apport protéiné à du concurrence. Donc c'est aujourd'hui un gros problème, surtout si on veut être dans un registre qui est un registre de réduction de l'empreinte écologique de nos fournisseurs. Moi, je suis obsédée par ça. Donc, si demain, dans mes cantines, je voulais supprimer la viande, après tout, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il faut que j'aille voir, nonobstant les conséquences quand même que ça a sur toute une chaîne de la viande, les petits producteurs, etc. Mais mettons ce sujet de côté. Il faudrait que je trouve des apports protéinés complémentaires, et je ne le trouve pas en filière courte et ou durable. Donc il va falloir que je passe par des gros distributeurs. Donc tout ça n'est pas très respectueux de la planète. Non. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est plus mais effectivement, Mendès France n'avait pas supprimé le vin dans les écoles parce qu'il n'y a jamais eu de vin dans les écoles non plus. Ça m'a un petit peu fait sourire. Il y avait des endroits où on le tolérait. Attention, dans les shoppings, oui. Il y avait des endroits, c'est pas tout à fait l'histoire, c'est vrai, mais il y avait des endroits où on tolérait ce qu'on appelait la shopping, qui d'ailleurs souvent était en terre, et on venait avec, par exemple, le cidre. Moi qui suis d'origine normande, on venait avec le cidre en Normandie. Tout ça était quand même parfaitement toléré. Et on pouvait venir avec, par exemple, dans le Limousin, son mijo. Son mijo, c'était de la soupe avec de l'eau, du vin, du sucre et des quignons de pain. Mais c'était pas à l'école. C'était pas à l'école. Non, on venait avec son casse-croûte. Jean-Luc Benamias? Je crois, Valérie, qu'effectivement, il y avait un verre de vin dans les écoles. Ah bon, alors c'est moi qui... Je crois, sérieusement. Après, le mélange des genres me paraît absolu, là. D'abord, je pense qu'on surestime totalement ce qu'a dit le maire de Lyon. Je sais pas. Pour une fois, je suis d'accord avec la ministre de l'Environnement qui a dit hier, on est vraiment dans une drôle de polémique, là. C'est une polémique totalement inutile et qui me paraît totalement désaxée par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Totalement. Oui. Rafik ? On ne convoque pas l'histoire de France et les grands personnages de l'État pour justifier de sa médiocrité d'aujourd'hui. Je trouve ça absolument hallucinant. Monsieur Piolle, qui est la caricature de ce qu'on appelle l'écologie pastèque, vous savez, vert à l'extérieur mais rouge à l'intérieur, ferait mieux de s'occuper de l'insécurité dans ses quartiers et de l'islamisation galopante dans sa ville plutôt que de ce qui se passe dans les assiettes des enfants. Rafik, je te rappelle juste que Éric Piolle, comme Pastèque, excuse-moi, trouve un autre exemple. Je te rappelle juste qu'il était cadre de grande entreprise. Donc vraiment comme garçon représentant l'écologie Pastèque,
Je pense qu'il faut trouver d'autres gens. Non, mais il faut voir ce qu'il fait sur le terrain, cher Jean-Luc. Mais ce qu'il fait sur le terrain, il répond bien. Je te rappelle qu'il a été réélu vraiment de manière extrêmement brillante aux dernières élections municipales. Je crois qu'au premier tour, il a fait plus de 45%. Bon, un mot, Pascal ? Moi, je suis un peu de l'avis de Barbara Pompili. Je pense qu'on est dans la polémique pour la polémique, comme malheureusement souvent dans ce pays. Je ne suis pas forcément en accord avec la décision de Grégory Doucet. Maintenant, il faut rappeler que c'est une décision a priori provisoire, si j'ai bien lu, qui est valable pendant cette période de pandémie et pour des raisons qu'il a expliquées, de facilitation des services, de rapidité du service pour que les enfants ne restent pas trop longtemps à la cantine. Ensuite, franchement, moi, cette justification-là, je la comprends pas. Je vois pas en quoi c'est plus court de faire cuire du poisson que de la viande. Le fait de proposer un menu unique fait que les enfants n'ont pas à choisir et qu'on leur propose directement le pourquoi plat. Supprimer la viande, aller au bout du raisonnement? Parce que dans ce cas-là, il faut légitimer, accepter le fait que des enfants puissent ne pas vouloir manger de viande, que ce soit pour des raisons confessionnelles, parce qu'ils sont des raisons de santé, des raisons religieuses ou autres. Parce que c'est au-delà du porc, c'est le halal. C'est ce que m'a envoyé un auditeur. Ils ont le droit de ne pas, l'enfant a le droit de ne pas vouloir manger de viande. Donc, à défaut, effectivement, on est obligé de proposer un menu sans viande. Mais enfin, je pense que là, on est dans la polémique, encore une fois, pour la polémique. Voilà, la mesure ne me semble pas forcément la plus pertinente qui soit. Mais on a peut-être d'autres choses plus importantes Absolument. à discuter aujourd'hui. On va parler des phénomènes de bande et on va y revenir dans un tout petit instant. On marque une pause et on se retrouve avec vous. Est-ce que vous êtes inquiet de la montée de ces bandes? Il y en a toujours eu, c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est vrai qu'elles les victimes, on l'a vu depuis hier, avant-hier, et puis ce qui s'était passé dans le 15e, des victimes qui sont de plus en plus jeunes. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, dans l'Essonne, 2 rixes entre bandes ont fait 2 morts, des victimes très jeunes, 13 ans, 14 ans, une augmentation alarmante des affrontements entre bandes selon le ministère de l'Intérieur. Il y en a eu près de 350 l'an dernier, c'est une augmentation de près de 25%. Comment lutter contre ces bandes? Sont souvent des histoires de territoire. C'est pas un phénomène nouveau. Ce qui inquiète plus les mères, c'est de voir encore une fois le très jeune âge et puis la violence, c'est-à-dire poignarder quand on a 13 ans, poignarder un autre enfant. Ça interroge quand même sur les limites, sur ce qui peut se passer dans la tête de ces adolescents. Donc, quelle est la réponse? Quelle est la solution, Rafik Smati? La réponse est la plus difficile qui soit, c'est-à-dire elle est forcément par le haut. Tout ce qui se passe, que ce soit les RIC, que ce soit les rodéos urbains, mais que ce soit les phénomènes aussi de radicalité sur le terrain, les zones de non-droit, les trafics de drogue, etc., tout cela en réalité procède du même raisonnement. C'est que l'état de droit est aujourd'hui en dislocation et en faillite. L'État qui est supposé avoir le monopole de la violence légitime et qui est censé faire régner l'ordre sur chaque centimètre carré de notre République ne remplit plus son rôle. Ouais. Et quand l'État, c'est-à-dire quand la puissance qui est censée exercer l'ordre public n'exerce plus son rôle et qu'elle se replie, eh bien la nature a horreur du vide, eh bien vous avez d'autres choses qui viennent occuper l'espace et c'est tout ce qui est en train de se passer là. C'est la loi de la jungle qui est en train de s'installer dans notre pays. Et donc, on peut trouver un certain nombre de mesures rustines. Je peux vous en donner une. Oui. Responsabiliser les parents et taper au portefeuille. Je suis favorable à cette idée-là. Mais en vous disant ça, je sais très bien que ça ne réglera absolument pas le problème de fond qui est l'ensauvagement général de la société française aujourd'hui. Oui, je précise que la procureure de la République d'Évry a dit hier, elle a donné une conférence de presse en disant que 6 mineurs avaient été placés en garde à vue, 3 ont 13 ans, 2 ont 15 ans et 1 a 16 ans. C'est ça qui, Florence Berthoud. Oui, vous disiez il y a toujours eu des phénomènes de bande, mais il y a 2 faits tout à fait différents. C'est d'abord l'augmentation considérable, vous l'avez rappelé, de ces phénomènes de bande, de l'ordre de 25 à 30% sur un an. Donc c'est tout à fait considérable. L'autre chose, c'est que ces phénomènes de bande ont des conséquences de plus en plus violentes. Et puis il y a 2 particularités dont on parle moins, mais qui doivent générer des mesures appropriées. C'est le fait que pratiquement 70% de ces bandes sont des bandes de mineurs et que ce sont essentiellement, pas que, mais ou en tout cas majoritairement, des garçons. Et il y a 3
causes principales. Il y en a une qui est la violence verbale non contenue sur les réseaux sociaux. Si on ne s'attaque pas à ce sujet-là, on peut multiplier par 10 la présence policière, il faut l'augmenter, bon, on va sans doute y revenir, mais il faut s'attaquer à la violence verbale sur les réseaux sociaux. Alors à chaque fois on a le débat, la liberté, pas la liberté, etc. Le deuxième, c'est la déscolarisation. C'est la déscolarisation. Moi je suis surprise de voir que là, pas toujours, à 13 mais ans, prioritairement, c'est des déscolarisations totales ou partielles. La déscolarisation, c'est pas ne pas être inscrite, ça peut être ne pas être inscrit, mais c'est aussi ne jamais aller en classe, ou y aller un petit peu, ou être obligé d'être dans des filières relais qu'on n'a absolument pas choisies. Et la troisième cause, c'est le retrait des familles. Encore une fois, les familles ne sont plus présentes pour des raisons socio-culturelles, des raisons économiques, enfin, etc., etc. Mais les trois causes, elles sont là. On le sait. Les trois causes des phénomènes de bande, elles sont là. Alors oui, il faut plus de policiers. Oui, il y a qu'à Faucon. Mais si on ne s'attaque pas à la violence verbale, à la déscolarisation et au retrait des familles, et je ne pense pas qu'avec des mesures rustines, on y arrivera. Oui, mais enfin c'est beaucoup de choses en même temps. Mais la violence verbale et les réseaux sociaux, il va falloir qu'à un moment donné, la classe politique se mette un peu d'accord sur le minimum quand même à faire pour contrôler ces réseaux. Il y a les phénomènes de harcèlement sur les réseaux sociaux sont des phénomènes qui détruisent aujourd'hui des vies et qui détruisent les vies de très jeunes et de jeunes mineurs. Mais là, ce sont encore une fois des jeunes qui sont dehors. Oui, mais ils sont dehors, mais je voudrais dire que vraiment, apparemment, on s'insulte, y compris dans ce cas-là, on s'insulte sur les réseaux, il n'y a aucun contrôle, ça monte, et puis après on descend dans la rue. Et contrairement à ce que j'ai souvent lu, les trafics de drogue ne sont pas des causes prioritaires. Ça peut être, mais dans ces phénomènes-là de bande, les trafics de drogue sont souvent anecdotiques. C'est souvent rien, un mauvais regard, petite bousculade. Mais comme toujours, comme depuis toujours. Pascal Bataille. Mais non, mais moi, je trouve qu'une fois de plus, on joue à se faire peur et les médias en sont évidemment une caisse de résonance formidable. On joue à se faire peur avec ces histoires de bandes qui ont toujours existé. Je ne vais pas vous rappeler les histoires des blousons noirs où vous demandez de relire Shakespeare, mais les blousons noirs n'avaient pas 12 ans. Les blousons noirs n'avaient pas 12 ans. Bien sûr que si. Non, ils avaient relisé Laurent Mukiele, qui est un sociologue spécialiste de la violence urbaine et qui a fait un travail là-dessus remarquable et qui nous rappelle que dans les années 60, il y avait déjà des centaines de rixes chaque année, dont certaines très violentes, et qui impliquaient des jeunes qui avaient jusqu'à 13 ans. Vous me permettrez, de dire que Laurent Mukiele est très à part dans ses études et de parti pris. Écoutez, je vous le permets tout à fait, Valérie, bien entendu. Non, mais je veux dire, on a des gens comme Alain Boer qui sont infiniment peut-être plus au point sur ce type de débat. Je ne suis pas sûr qu'Alain Boer soit plus au point que Maurice Berger. Je peux vous citer Maurice Berger que j'avais reçu, pédopsychiatre à Saint-Étienne, qui avait écrit il y a une quinzaine d'années « Si nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des barbares », qui raconte ce phénomène de rajeunissement, phénomène d'acculturation, pardon de le dire, de ces gamins qui ne sont plus élevés. Attendez, je veux juste aller au bout de cette chose-là. Lui, il observe des gamins qui aujourd'hui, à qui on dit, il raconte cette histoire, moi, qui m'a frappé dans son dernier livre, un gamin qui est en centre fermé parce qu'il a agressé de façon très violente un autre enfant. Maurice Berger, pédopsychiatre, lui dit « Pourquoi tu ne l'as pas tué ?» Et il dit « Parce qu'on m'a retenu par la capuche ». C'est-à-dire que ce que raconte ce pédopsychiatre, c'est qu'il n'y a plus aucune notion entre le bien et le mal, et qu'aujourd'hui, on peut tuer. Donc voilà, c'est ça qui a changé. Je suis d'accord, Valérie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je voulais justement développer ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Rappeler qu'en 2010, c'est-à-dire il y a quand même 11 ans, il y avait eu 400 rixes recensés, donc plus que l'année dernière ou 2018 ou 2019.
Covid-19. C'est juste rappeler des faits et des chiffres. Ça n'est pas dire pour autant que ce phénomène ne doit pas nous occuper et nous préoccuper, et ne pas dire qu'il y a effectivement peut-être, non pas dans l'augmentation, et c'est parce que c'est ça qui fait peur aussi, de dire que il y a une explosion du nombre de rixes et de violences, mais peut-être s'intéresser plus au fait qu'il y a dans cette violence-là une exacerbation des choses et un manque de conscience de la part de ces jeunes de ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi, effectivement, et s'intéresser au pourquoi et au comment. Est-ce qu'on peut, par exemple, interroger le rôle des jeux vidéo dans la perte de conscience des jeunes de ce qui se passe, de la différence entre ce qui se passe quand ils sont sur leurs écrans et dans la réalité? Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Oui. Je pense que c'est un effet qui n'est pas à négliger. Vous parlez des réseaux sociaux. Il faut arrêter de demander au gouvernement de légiférer en toute chose sur les réseaux sociaux. Les applications, les sites doivent eux-mêmes faire leur propre police. Pourquoi ne pas, comme certains le font d'ailleurs, ne pas limiter l'accès à certains, mais c'est pas au gouvernement de le faire, c'est aux sites eux-mêmes de gérer ça. Sauf que si c'est pas imposé, pardon de vous interrompre, si c'est pas imposé, ils le feront pas. Ouais. C'est tout. Sauf si c'est pas imposé, ils ne le feront pas pour des raisons. On peut essayer de responsabiliser. On peut toujours essayer. On essaye depuis des années, on n'y arrive pas. Donc évidemment qu'il faut qu'on les oblige. Limiter l'accès, en tout cas, à certains réseaux sociaux, puisqu'on sait bien, et vous l'avez dit à l'instant, madame, que souvent, aujourd'hui, ces affrontements naissent sur les réseaux sociaux et ensuite se poursuivent dans la rue. Donc, effectivement, il y a certainement un effort très important à faire sur le contrôle de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux, mais c'est aussi en responsabilisant ces sites qu'il faut le faire. Et enfin, je pense qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de l'école et pas uniquement au niveau des parents. Je pense que l'acculturation dont vous parlez, la perte de certaines notions de morale, de certains principes, elle se fait aussi à l'école. Moi, je suis de plus en plus, dès que j'ai un enfant de 12 ans, j'ai encore un enfant jeune, je suis de plus en plus découragé et désespéré de voir ce qu'on leur enseigne et effectivement de voir que finalement nos valeurs, les valeurs humanistes qui font le terreau de notre pensée et de notre démocratie ne sont plus enseignées à l'école, et c'est aussi le rôle de l'école de faire ça. Oui, Jean-Luc Benamias. L'absence réelle depuis des années maintenant de véritables politiques de la ville, et quels que soient les quartiers en difficulté et quels que soient les départements, fait qu'on se retrouve dans cette situation. C'est dramatique, hein, les 2 morts sont dramatiques. Même si la comptabilité générale du nombre de morts par rapport à des risques est égale l'an dernier à 3 morts. C'est beaucoup trop, mais c'est pas non plus gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas en rajoutant des policiers, car on peut toujours le dire, ça ne se fera pas. Parce que rajouter 10 fois plus de policiers, ça se saurait si on pouvait le faire. On ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qui est demandé par rapport à ça? C'est que on rappelle dans un certain nombre de quartiers par rapport à la citoyenneté. La citoyenneté, ça existe, et la République, ça existe. Ça, c'est par rapport aux parents qui sont en difficulté eux aussi. J'ai souvent entendu le cas de parents que j'ai rencontrés, moi, sur Marseille, dans les quartiers en difficulté à Marseille, qui me disaient, écoutez, excusez-moi, Jean-Luc, moi, j'ai 8 enfants. Il y en a 7 que je maîtrise, il y en a un, j'y arrive plus. Qu'est-ce qu'on fait? On engueule les parents? Non, à un moment donné, c'est à la République, c'est aux notions de politique de la ville de dire, voilà, comment on met les moyens nécessaires en suivi pédagogique, en éducateurs, et pourquoi pas en forces de sécurité qui sont donc ce qu'on appelle la police de proximité. Cette police de proximité a totalement disparu. Et c'est pas en envoyant ici ou là, par intermittence, 3 camions de CRS qui vont débarquer, et ça va être la folie dans les quartiers, voilà. Et donc, le problème réel est un problème de mise en place réelle de politique de la ville. Et sur le débat sur Laurent Micheli ou Alain Bauer, moi, je les connais tous les deux. Ils ne sont pas du tout contradictoires, ils sont complémentaires. Et il y en a d'autres comme ça qui font des analyses réelles par rapport à ce qui existe dans la vie publique dans laquelle nous vivons. Voilà. Moi, je ne les oppose pas, parce que clairement, il n'y a pas
tant de gens que ça en France qui ont fait des études approfondies sur ce qui se passe dans le quartier en difficulté. Mais hier, j'ai échangé avec certains maires de communes proches de ce qui s'est passé et ils me disaient les policiers sont frappés par la jeunesse tout de même de ces gens. Donc j'entends, on me dit oui, West Side Story, il y a eu des bandes et tout, mais 12 ans, 13 ans, on parle de très très jeunes quand même. Hein. Valérie, si le système éducatif français avait les moyens et les capacités de suivre les élèves, jeunes hommes ou jeunes femmes, un par un, ça se saurait. C'est bien le problème aujourd'hui il y a du suivi dans l'éducation nationale. Sauf que s'il n'y a pas de répondant, si on n'arrive pas à appeler les parents, et si les parents ne peuvent même pas arriver à contrôler leurs enfants, comment ils font ? Comment peuvent-ils faire pour suivre tout ça ? Alors, c'est ce qui revient, on va y revenir, on va en reparler dans un instant, mais ce qui revient en commentaire de pratiquement tous nos auditeurs, c'est que vous semblez tous excuser les parents. C'est-à-dire que vous parlez de l'école, vous parlez des policiers, mais vous ne responsabilisez pas... non, moi j'ai dit les familles, j'ai dit il y a 3 causes, il y a la violence verbale sur les réseaux, la déscolarisation et les familles. Et tant qu'on ne veut pas regarder ça en face et voir qu'aujourd'hui, ce sont les 3 causes récurrentes qui reviennent en permanence. Florence, comment vous faites quand la famille est disloquée et que c'est la mère de famille qui doit tout faire? Comment on fait? Non mais bien sûr, je ne dis pas, attendez, moi je suis pas en train de dire, je dis, il y a la famille, donc il faut quand même... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on remette la famille au cœur aussi du processus éducatif. Bien sûr que quand une mère est seule et qu'elle a 7 enfants et qu'elle doit courir les ménages, un petit bout de RSA, elle peut pas être là tout le temps pour s'occuper de l'éducation de son môme, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un problème et ça veut pas dire que c'est pas lié à l'aspect famille. Donc on marque une pause, on continue ce débat tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, débat animé autour donc des phénomènes de bande, de la responsabilité. Quelle responsabilité pour les parents? Vous l'avez évoqué aussi, Rafik Maty, c'est un sujet extrêmement complexe parce que ce que disait Florence Berthoud, c'est à la fois l'école, c'est à la fois les parents, c'est à la fois les réseaux sociaux et puis la police. Et puis, pardon, mais l'éducation, c'est l'affaire des parents. Oui, mais l'affaire de l'école, c'est l'instruction. Quand on est démuni face à des gamins, quand on est en famille monoparentale, on ne peut pas toujours gérer. Et vous avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle il y a des politiques sociales en France. Il y en a d'ailleurs tellement que la sphère sociale représente 35% de notre produit intérieur brut. Et donc c'est dire que c'est absolument énorme. J'entendais parler de politique de la ville. Il y a des sommes considérables qui ont été investies dans la ville. Non. Moi, Jean-Luc Benamias parlait tout à l'heure des quartiers de Marseille. Je les connais aussi et j'y suis allé. Quand j'y suis allé l'année dernière, j'ai été pris en escorte par des bandes armées qui me demandaient ce que je foutais là et qui se présentaient comme étant la police du quartier. Les habitants de ce quartier étaient terrifiés. Comment peut-on, je veux bien qu'on parle de l'école, je veux bien qu'on parle de social, je veux bien qu'on parle de tout ce que vous voulez, mais comment peut-on à ce point accepter que 99% de nos compatriotes qui vivent dans ces quartiers soient pris entre les mains de ces voyous qui sont armés et qui imposent leurs lois? Eh bien non. J'entendais tout à l'heure sur ce plateau dire plus de policiers, vous savez très bien qu'on ne pourra pas le faire. Eh bien si, il faut le faire. Gouverner, c'est faire des choix. Quand on a 35% du budget de notre produit intérieur brut qui est consacré aux dépenses sociales et 3% aux régaliens, ça pose un problème de ce qu'est notre modèle de société. Certes, mais pardonnez-moi, vous pouvez remettre, juste en tout cas moi ce que je voulais dire, c'est que des policiers on en a besoin, y compris dans l'endroit où je suis maire. Mais vous pouvez en remettre davantage si on ne règle pas, ou si on n'avance pas sur le sujet de la déscolarisation des familles, ça ne pourra pas se substituer au reste. Tout se tient, vous avez raison. Juste sur les familles, aussi, nous parlons tous à chaque fois de l'éducation nationale, qui a les épaules quand même solides. Mais il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins, notamment pour les familles monoparentales, c'est les crèches. Les crèches est un maillon absolument essentiel et croyez-moi, au moins aussi important que celui de l'éducation. Quand on a affaire à des familles éclatées, où la violence sévit, des familles monoparentales avec une maman, parce qu'on sait très bien que les familles parentales, c'est à 95% des mamans qui vont être seules, investir massivement dans les crèches, ça c'est une priorité qui est absolue, parce que ce qui a été fait avant les 3-4 ans,
c'est essentiel. Oui, absolument. On change de sujet. Faut-il taxer l'épargne des Français pour relancer l'économie? Alors, je sais, Rafik Matik, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Depuis le début de la crise, les Français ont mis 200 milliards d'euros de côté. Alors, je sais, je vais avoir des réactions qui me disent pas nous on peut pas, etc. Mais le chiffre est là. Les Français ont accumulé une somme similaire à celle du trou creusé par le Covid. Alors, évidemment, on va pas ponctionner tout cet argent aux Français, mais c'est vrai que c'est une manne. Et c'est vrai aussi que le gouvernement doit être en train de réfléchir à une manière de remplir les caisses à nouveau. C'est assez surréaliste ce débat sur la cagnotte. Vous savez, c'est le truc qui revient souvent en boucle. Les Français ont économisé, alors une partie des Français, certes, ont économisé 200 milliards d'euros, et certains y voient un trésor de guerre dans lequel on pourrait venir puiser. Mais les Français qui ont mis cet argent de côté, c'est pas de l'argent qui est tombé du ciel, c'est le fruit de leur travail, et ils ont payé des impôts dessus. Et je crois que plutôt que de nous poser la question et de tout penser, comme on le fait souvent, hélas, dans notre pays, tout penser en termes de taxes, posons-nous la question de savoir comment donner envie aux Français d'investir leur argent. Parce que le moteur de la consommation, c'est pas les taxes. Le moteur de la consommation, c'est la confiance. Et si les Français ont épargné, c'est parce qu'ils sont inquiets sur ce qui va se passer ces prochains mois et ces prochaines années. Donc si on réussit à donner confiance, par exemple en leur donnant envie d'investir dans des PME en garantissant leur capital, eh bien ça pourrait booster notre économie, ça pourrait booster nos PME, ça pourrait aider à réindustrialiser la France et ça permettrait à nos compatriotes d'insuffler une partie de leurs économies dans l'économie réelle. Mais de grâce, arrêtons de penser sous forme de taxes. Je pense au fameux clip des Inconnus, les Rapt-Tout. Ça a 25 ans et c'est toujours d'actualité. Parce que dans les options qui sont sur la table, l'augmentation de la fiscalité de l'assurance vie, un retour de l'ISF, un grand emprunt avec souscription obligatoire pour les plus riches ou encore une contribution exceptionnelle pour les plus riches au niveau européen. Mais l'assurance vie, c'est évidemment ce qui touche le plus de Français. Non, mais en plus, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'épargne aujourd'hui, l'épargne est taxée. Oui, elle est taxée elle est taxée pourquoi ? Elle est taxée ne serait-ce que parce que les taux d'intérêt sont quasi nuls et vous avez une inflation qui est grosso modo supérieure à ces taux d'intérêt. Donc ça veut dire que chaque année, l'argent que vous avez dans des contrats en euros ou même tout simplement sur votre compte en banque est un argent qui perd de sa valeur. Ça s'appelle une taxation. Et ça se passe aujourd'hui. C'est la politique monétaire de la planche à billets et du quantitative easing qui fait que l'argent coule à flot et que l'argent se déprécie. Et c'est effectivement pas ce qui va redonner la confiance. Pascal Bataille ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rafik Matik. Je pense que ce n'est pas en rajoutant des taxes aux taxes qu'on va contribuer à la relance de cette économie qui est absolument nécessaire. On a eu dans d'autres époques la politique des grands emprunts nationaux qui ont permis effectivement de faire des relances. Pourquoi ne pas notamment aller chercher l'épargne des Français, aller solliciter l'épargne des Français sur des grands projets? Pourquoi ne pas créer par rapport à l'assurance vie, plutôt que de la taxer encore plus, pourquoi ne pas créer des supports spécifiques qui permettraient aux Français d'investir dans des entreprises, mais en demandant aussi à ces entreprises de respecter certains cahiers des charges en termes, par exemple, de développement durable ou de politique sociale. Voilà, il y a des tas de choses à faire avec cet argent, cette manne dont il faut quand même rappeler que la plus grande partie de ces 200 milliards appartient à la frange la plus riche de nos compatriotes, bien évidemment. Pas forcément, hein, j'ai des auditeurs qui me disent oui, on va plus au resto, on s'habille plus, il n'y a pas de ciné, donc par la force des choses, on dépense moins d'argent. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont plus de moyens de subsistance depuis le confinement et depuis le début de cette pandémie. Donc il faut quand même rappeler que c'est les plus riches qui ont le plus profité de cette épargne et que cette somme qui peut sembler pharaonique de 200 milliards, effectivement, ne concerne pas forcément les plus défavorisés de nos concitoyens. Mais voilà, en tout cas, la taxation, certainement pas. L'incitation à investir dans l'économie, et notamment l'économie durable et l'économie sociale, certainement. Oui. Sur les plus riches, je voudrais démonter cette légende urbaine selon lesquelles ce sont les plus riches qui ont épargné. Il faut définir ce que c'est les plus riches. Si on parle des milliardaires, je peux vous dire que la crise du Covid n'a eu aucun impact sur le train de vie des milliardaires. Mais aucun impact. Donc croire que les milliardaires auraient épargné plus sous prétexte qu'ils auraient touché du chômage partiel, c'est par définition quelque chose qui ne marche pas. Ensuite, prenons l'exemple des chefs d'entreprise.
les chefs d'entreprise n'ont pas eu le droit au chômage partiel. Beaucoup d'entre eux ont mis de l'argent de leur poche pour faire vivre leur entreprise. Donc eux qu'on considère régulièrement, et Pascal Bataille, vous êtes un chef d'entreprise, comme étant des privilégiés, ont été pour beaucoup d'entre eux en réalité des vaches à traire pendant cette crise. Ça a été difficile d'être patron pendant la crise du Covid. Donc quand on parle des riches, s'agissant de l'épargne, on parle de qui? On parle des foyers. Alors effectivement, il y a un chiffre qui est sorti qui dit que 70% de l'argent épargné a été épargné par 20% des foyers les plus riches. Mais je suis allé voir les chiffres de l'INSEE. Les 20% des foyers les plus riches, c'est quoi? Ce sont les foyers dont le revenu moyen par mois est équivalent à 4 000 € par mois. Par foyer, hein, je ne parle pas par individu. Donc je ne crois pas que parler des familles dont le revenu est supérieur à 4 000 € par mois, on soit à faire. Alors effectivement, c'est une classe peut-être moyenne supérieure, mais on n'est pas en train de parler des très riches. C'est pas une classe moyenne supérieure à Paris. Hein, non, pas à Paris, absolument pas dans les grands. À Paris, c'est une classe. À Paris, une fois que vous avez payé le loyer, je ne crois pas que vous apparteniez à la classe la plus riche. Donc ceux qui vont se faire plumer, ce sont les classes moyennes. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est inéluctable? Mais enfin, à chaque fois, je suis très étonnée de ces débats incessants sur allons ponctionner, et comme si finalement être toujours dans le plus d'impôts permettait de régler des problèmes. Ça se saurait. Les Français ont massivement thésaurisé. D'ailleurs, alors modulo ce que vous avez dit, quand même, on peut pas dire que ce soit les les plus riches, les richissimes qui sont à l'origine de ces 200 milliards de thésaurisés. C'est tout à fait faux. Il y a 400 milliards sur le livret A, donc il faut y aller également sur le livret A. Quant à l'ISF, alors moi, l'ISF, c'est quand même vraiment le totem qui cache la forêt. Parce que l'ISF, c'était 5 milliards aujourd'hui, c'est à peu près 2 milliards et demi, et on voudrait être sur un terrain moral. Mais c'est pas sur un terrain moral. Est-ce que ce truc, il sert ou pas? Moi, c'est la seule question qui me pose. Donc, imaginons qu'on remette l'ISF, on va regagner 2 milliards 5 en plus. Le Covid a coûté 200 milliards d'euros à l'État, donc vous pensez la belle affaire. Et on va revoir les exilés fiscaux qui passeront la frontière suisse, la frontière du Liechtenstein, etc. Enfin, comme d'habitude. Donc, c'est pas avec ça qu'on va arriver à venir aux plus démunis. De quoi ils souffrent aujourd'hui ceux qui sont vraiment les plus déshérités de nos compatriotes? C'est le fait de pas avoir de logement décent, de pas pouvoir se nourrir de manière diversifiée. C'est ça. Et il faut qu'on apporte des solutions aussi là-dessus. Donc oui, il faut relancer la consommation. Plus il y aura de consommation, plus il y aura de l'épargne qui ira sur l'investissement productif, plus on contribuera à remettre la machine en route pour verser de l'argent en prestations sociales notamment. Il faut juste que ce soit assis sur des recettes. Donc ça me paraît quand même plus logique. On vous a pas entendu. Est-ce qu'on joue pas? Oui, Pascal. Allez-y, Jean-Luc. Est-ce qu'on joue pas encore une fois à se faire peur parce que ce débat Vas-y, Jean-Luc. Très surprenant. Jean-Luc. L'argent épargné n'est pas de l'argent qui dort. C'est de l'argent que les banques, les mutuelles et autres investissent. C'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir quelques gains à la fin de l'année. Je dis bien quelques gains parce que c'est assez faible. Mais enfin, par exemple, le livret A, me semble-t-il, sert au logement social. Le livret de développement durable, c'est marqué dessus, ça sert au développement durable. Donc, à ce niveau-là, moi, ce qui me paraît ahurissant, c'est tout l'argent qui circule dans le système boursier qui est maintenant totalement numérisé. C'est-à-dire que dans les secondes où on parle là, des milliards sont échangés depuis qu'on a commencé l'émission. Et c'est là que le bas blesse, parce que pour le reste, cet argent, je le redis, il ne dort pas, il est utilisé. Voilà. Et je comprends très bien les Françaises et les Français, ici comme ailleurs, qui, dans la période, ont réussi, pour ceux qui ont réussi, à mettre un peu d'argent de côté. Effectivement, tu l'as dit, oui, on ne va pas au restaurant, on ne va pas au cinéma et on ne sort plus. Et quand on va en vacances, on a moins de dépenses, puisque même si on va au ski,
on ne paye pas les remontées mécaniques, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais il faut quand même rappeler, parce que j'ai entendu Rafik Smati parler de légende urbaine. Non, je lis les Échos, c'est pas un journal spécialement très à gauche, et dans les Échos, vous pouvez lire que la fortune des milliardaires dans le monde s'est accrue de un quart. Ah, mais ça, c'est différent. Pendant la crise. Non, mais ça, c'est la valeur des actions de leur boîte. C'est pas leur épargne. Oui, enfin, ce n'est pas liquide. Oui, c'est du patrimoine non liquide. Ça n'a rien à voir. Dire qu'ils n'ont pas profité de cette crise, c'est faux. C'est un contresens. Non, j'ai dit que leur train de vie n'a pas changé, ce qui n'est pas la même chose. Le train de vie, je vois pas comment il pourrait changer, parce que déjà, je pense qu'ils n'ont pas les ressources intellectuelles suffisantes pour pouvoir pour trouver les idées pour dépenser leur argent tous les jours. Pas dire ça. Ils auraient pu acheter le Fosséa. Il y a un moment où on peut. On peut plus augmenter un train de vie quand il est à ce niveau-là. C'est pas le sujet. Il y a aussi 20% des ménages français qui se sont endettés davantage, qui se retrouvent endettés bien davantage aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le début de cette crise. Donc d'abord, ne culpabilisons pas, comme le disait Jean-Luc, les Français d'avoir épargné. C'est un réflexe tout à fait logique, légitime et peut-être salutaire. Et deuxièmement, est-ce qu'on joue pas à se faire peur? Parce que, encore une fois, moi, j'essaie de faire confiance une fois de temps en temps à nos gouvernants, et j'ai entendu Bruno Le Maire depuis le début dire que le financement de l'effort qu'a fait l'État pour nous aider tous pendant cette crise ne serait pas fait en recourant à l'impôt et à la taxe. Donc faisons confiance à Monsieur Le Maire pour tenir sa parole. Oui, c'est bien. Vous avez confiance. On se retrouve. Moi, j'ai fait confiance. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On peut parler de cette écriture inclusive qui fait de la résistance. Le député de la majorité, François Jolivet, va déposer une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs et pour les personnes morales chargées d'une mission de service public. Ça a été co-signé par 60 députés de la majorité et de l'opposition, de droite, je précise. Et ce texte veut surtout alimenter le débat, sensibiliser et inciter les ministères à prendre des circulaires qui l'interdisent. C'est vrai que cette écriture inclusive est extrêmement perturbante et on en voit quand même fleurir ici ou là. C'est vrai que le ministre de l'Éducation s'est prononcé contre. Malgré cela, l'Université de Nanterre a décidé qu'il pouvait y avoir de l'écriture inclusive et certains, font de la résistance. Il y en a chez vous, Florence Berthoud, l'écriture inclusive? Ça, c'est l'art des débats très franco-français. Simplement, pardon de faire un peu d'humour, mais alors déjà, on a bien du mal à comprendre des documents sans faute d'orthographe, les documents administratifs, à en avoir sans faute de syntaxe, etc. On a déjà bien du mal à les comprendre. Donc, si on rajoute l'écriture inclusive, ça va être compliqué. Et nous avons déjà des personnes. On ne peut pas dire que nous soyons des champions non plus de l'orthographe. Donc, aller sur l'écriture inclusive, alors qu'on a plein de fautes d'accord, etc. Bon, moi, je suis partisante un peu il est interdit d'interdire. Donc, de temps en temps, un petit cher invité, et qui vous permet de gagner une ligne. Moi-même, je l'utilise à dose très, très homéopathique et dans la forme les plus simples. C'est-à-dire quand ça m'évite de rajouter une ou deux lignes. Mais d'une manière générale, je l'évite parce que je trouve que c'est quand même plus respectable, plus respectueux, pardonnez-moi, pour nous les femmes, pardonnez-moi, parce qu'il s'agit surtout du problème, évidemment, féminin, comme d'habitude. Bon, je mets chère madame, cher monsieur, cher invité, cher invité. Je trouve que c'est même plus un signe de respect. Qui, Jean-Luc Benamias, pour ou contre? Même chose que Florence. L'écriture inclusive complète rend les textes évidemment totalement illisibles, encore plus dans l'administration et des textes administratifs. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu des difficultés, quand j'écrivais des textes, quand j'étais journaliste en presse écrite, de parler des infirmiers à la place des infirmières, parler des instituteurs à la place des institutrices. Quand le métier est féminisé à 85% ou 90%, je pense que c'est même pas de l'écriture inclusive, mais parlons des infirmières, et tant pis pour les infirmiers, même s'ils sont les bienvenus. Voilà. Mais c'est vrai, je fais comme Florence, quand j'écris encore des textes, et on a fait ça au CESE, Conseil économique, social et environnemental, on est passé à une écriture inclusive
et inclusive soft. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal. Catherine nous dit, je n'ai pas entendu Madame Bachelot sur l'écriture inclusive. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu... C'est vrai. On aurait pu, mais elle a peut-être du boulot. Oui, c'est pas la peine de prendre des coups inutilement. Oui. Pascal, Bataille. Non, mais moi je suis tout à fait favorable à cette proposition de loi. Je pense que si on ne met pas le holà à cette écriture inclusive dans ce qu'elle peut avoir de plus ayatolesque et de plus extrémiste, ça va bientôt se répercuter sur l'école. Et quand on voit, et je reprends ce que disait Florence, aujourd'hui déjà la difficulté qu'ont nos enfants à manier l'orthographe et la langue française, imaginez ce que ça peut être s'ils devaient en plus écrire en écriture inclusive. Pensez à quand même 7%, je crois 7 ou 8% d'enfants qui sont dyslexiques ou dysorthographiques, déjà qui ont déjà des difficultés à lire et à écrire des phrases de français classiques. Et puis alors si en plus il faut, moi qui adore la littérature, lire La disparition de Georges Perec en écriture inclusive, comment on va faire? C'est facile. Hein. Non, mais il y a encore une fois... Il va falloir réécrire tout le théâtre classique. Mais comment on en arrive là? Enfin, cela dit, aux États-Unis, vous avez aussi tout un mouvement où on ne dit plus he et she, mais on dit oui. Mais à la ville de Paris, il est interdit, pour le coup, de ne pas faire... Enfin, il y a toute une partie je dirais, du verbe administrativo, techno, etc., qui se fait en écriture inclusive, sous la pression d'une minorité qui a imposer ça. Donc, moi, je ne me bats pas plus que ça contre, parce que c'est créer des polémiques inutiles et en fait, paradoxalement, donner, si vous voulez, une tribune à des ayatollahs qui ne demandent que ça. Moi, je pense que de temps en temps, il fait rappel, encore une fois, parce que d'ailleurs, il nous est arrivé d'utiliser ça par le passé sans appeler ça écriture inclusive, hein, de temps en temps, encore une fois, cher invité, de temps en temps. Mais là, c'est une chose de plus. Hier, j'ai entendu quelqu'un, vous parliez des protections hygiéniques, des protections sanitaires. Périodiques, voilà. Et j'ai entendu, je ne sais plus qui c'était, quelqu'un réagir en disant oui, il faut que ce soit à l'extérieur, parce qu'il y a aussi les cisgenres, les LGBT, enfin il y avait toute une série de gens qui n'étaient pas des femmes qui pourraient avoir accès aux serviettes périodiques. Donc ça devient un truc complètement compliqué, quoi. Rafik Smati. Ce débat sur l'écriture inclusive me met terriblement mal à l'aise. Ça me fait penser aux discussions du sexe des anges pendant la chute de Byzance. Pardonnez-moi, mais regardez l'état de notre société, de notre pays, avec tout qui est en train de s'effondrer de toutes parts, et vous avez des militants qui se sont emparés de cette cause, ce que je trouve absolument affligeant. Alors moi, je suis quelqu'un qui est pour la liberté, donc quand quelqu'un écrit en écriture inclusive, par exemple sur les réseaux sociaux, ça me dérange pas, j'en ai rien à cirer. En revanche, commencer à ériger cette écriture en quasi-religion et demander à ce qu'elle devienne une écriture officielle, enseignée, reconnue et administrative, ça, non, et 1000 fois non. Oui, mais sauf qu'il y en a qui font de la résistance, donc jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il faut une loi? Est-ce qu'une loi peut... et est-ce que ça ne va pas, effectivement... Mais surtout, il y a vraiment un problème de compréhension. Je vous assure que des textes compliqués, déjà compliqués en écriture inclusive, vous n'y comprenez plus grand-chose, d'autant que parallèlement, vous avez une perte de repères sur tout ce qui est la fameuse ponctuation, c'est-à-dire qu'on mélange les points-virgules avec les virgules. On n'a toujours pas compris que quand il y a une proposition principale, on met un point en principe à la fin, sauf quand on est un immense écrivain et qu'on enjoume. Enfin, ça, c'est un peu autre chose. Moi, je suis effondrée de l'absence de maîtrise aujourd'hui totale de la ponctuation. Donc, vous rajoutez ça au reste. Et là, du coup, on n'y comprend plus rien. Voyez-vous, moi, je préfère qu'on enseigne à nos enfants à l'école le latin plutôt que l'écriture inclusive. Regardez comment on s'effondre dans les classements PISA. Un peu d'excellence ne ferait pas de mal à notre pays. Et déjà, leur apprendre la ponctuation, déjà, comme le disait Florence, moi, je le dis souvent à mes enfants, pour leur montrer l'importance de la ponctuation. C'est pas tout à fait la même chose de dire on va manger les enfants ou on va manger, virgule, les enfants. Absolument. Voilà. Donc, bien sûr.
Vous avez entièrement raison. Allez, je voudrais qu'on termine sur c'est un auditeur qui me signale qu'il y a une chaîne, Stéphane, fidèle auditeur, qui me dit il y a un compte YouTube dédié aux échecs qui a été suspendu pour contenu nuisible. Et en fait, c'était un site spécialisé sur les échecs. Et il y avait les noirs et les blancs. Et donc ça a été interdit. Le logiciel a décidé de suspendre. C'est l'intelligence artificielle de la plateforme qui a mal interprété le contenu en voyant noir, blanc et attaque, et donc contenu nuisible et dangereux. Donc c'est vrai que ça va assez loin dans le politiquement correct. En tout cas, ces algorithmes. Regardez, maintenant on réécrit les titres de romans. Voilà. Oui, en plus vous avez raison. Il y a les dames, mais là aussi il y a quelqu'un qui a proposé. J'ai vu ça passer, une jeune femme qui a fait un jeu d'échecs, je crois, non, c'est un jeu de cartes sans roi et sans dame. Voilà. Donc, et sans valet, je crois aussi. Et sans valet, oui, non, mais c'est la domination. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, et nous, on se retrouve demain pour d'autres informations à suivre. Et très bonne journée à tous. Tiens, une dernière info que me signale un autre auditeur, on fait presque du Twitch. J'ai appris ce que c'était que le Twitch. Xavier qui me dit qu'Israël va offrir 100 000 doses Pfizer à Andorre et a proposé également à 100 marins d'offrir des doses. Ils pourraient nous en offrir à nous aussi, s'ils en ont trop. En tout cas, c'est plutôt une... on n'est pas une principauté. On n'est pas une principauté. Oui, c'est vrai. Pourquoi les principautés, à votre avis ? Je ne sais pas. Ouais, non, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Andorre d'avoir 100 000 doses. Mais nous, on veut Je suis demandeur. Ils peuvent en offrir au 5e arrondissement. Dans le 5e, on prend tout de suite. La principauté du 5e. Oui, la principauté du 5e. Nous prenons. Mais ce seront la Hongrie ou la République tchèque offre une quantité suffisante pour couvrir toute la population d'Andorre. Tant mieux pour les Andorrins. Voilà, merci à vous. On se retrouve demain.